Bon, je vais faire comme Yvan, puis je vais essayer de... Voilà. La barre n'est pas très haute. Bon, alors je suis le dernier. J'essaie de ne pas être trop plate. J'ai fait un long PowerPoint, malheureusement. Je ne suis pas tellement un gars de PowerPoint, puis là, on m'a dit de faire un PowerPoint. Fait il y a à peu près 700 diapositives là-dedans. Donc, il sera laissé, j'imagine, pour... je ne sais pas si la Ville va le mettre sur le site web ou quelque chose comme ça. Là. Il sera peut-être plus pertinent de le lire à tête reposée. Alors, beaucoup de choses ont été dites au niveau du zonage incitatif des différents pouvoirs, la politique de la Ville sur l'habitation. Alors, je vais ramasser ce qui reste un petit peu, puis peut-être le réchauffer un peu, vous me pardonnerez, mais j'arrive le dernier. Alors, le logement abordable, un petit recul dans le temps, avant d'arriver dans le logement abordable, puis dans les outils d'urbanisme qu'on a pour favoriser la construction du logement abordable. Le logement abordable, c'est une affaire d'Ottawa, de moins en moins, mais ça l'a été beaucoup. En fait, l'amorce du logement abordable au Canada, c'est l'explosion d'un bateau dans le port d'Halifax qui a tué à peu près la moitié de la ville et qui a détruit également à peu près la moitié des bâtiments à l'aube de la Première Guerre mondiale. Alors, dans la foulée de... Excusez-moi. Voilà. Dans la foulée de cette explosion-là, il y a eu des programmes développés par le fédéral pour financer la reconstruction de la ville d'Halifax. Programmes qui se sont répercutés dans le temps jusqu'à temps, je vais passer rapidement là-dessus parce que l'historique, je ne vois pas mon... Jusqu'à temps qu'on arrive en 1948, après la Deuxième Guerre mondiale, à reconnaître que le logement, c'est une affaire importante. C'est une évidence pour nous, mais puisqu'il en manquait quelques-uns après la Seconde Guerre mondiale, on a convenu que c'était important que les gens se logent parce que sur la santé publique, santé personnelle, mentale, physique, de pouvoir se loger, évidemment, je ne vous apprends rien en vous disant, c'est une incidence considérable sur la sécurité sociale. Donc, dans ma carrière, je ne parlerai pas de ça de manière très appuyée, ça n'intéresse personne, mais dans les 30 ans que j'ai pratiqué, 2 éléments qui ont été fondamentaux dans ma carrière, c'est la promotion du logement social et la promotion de la protection de l'environnement. Les avocats font ça, évidemment, dans l'ombre de tous les élus municipaux, mes hommages, là, mais qui sont ceux qui sont les acteurs du changement, en fait. Nous, on le fait comme lobbyistes cachés, je vous dirais, de moins en moins dans certains cas, mais on essaie, pour certains avocats, d'avoir, ou urbanistes, peu importe, ou certains acteurs de l'ombre, d'avoir des postures qui peuvent aider au changement des mœurs à certains égards. Pour la première fois de ma vie, j'ai eu des menaces de mort il y a quelques semaines pour avoir aidé à l'adoption de l'article 245 de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme qui procure l'immunité aux municipalités en matière de protection environnementale. Je considère que c'est un grand succès, en fait, d'avoir finalement des menaces de mort. Ça a quand même pris 30 ans avant que ça arrive, tu sais. Alors, ça me donnait beaucoup trop d'importance pour être bien honnête avec vous, parce que c'est pas moi qui a eu le courage de l'adopter, cet article-là. Alors, voilà. Mais je suis toujours là. Il faut croire qu'il y a... les promoteurs, malheureusement, ont mal compris le message ou ne sont pas rendus au bout de leur exercice passionnel. Je passe la création de la SCHL, la création de la SHQ, les programmes qui en découlent. Tout ça pour dire qu'éventuellement, à partir des années 80, la CHL en 68, 67, je pense, en même temps que la création de Sport Expert, Bélanger-Sauvé et BMR, soit dit en passant, le Québec est sorti de son ornière à ce moment-là. On a commencé à aborder plus sérieusement la question du logement abordable, du logement social surtout. Le logement abordable n'était pas vraiment à l'agenda à l'époque. Alors, je continue pour arriver dans le nœud du sujet. Bon, stratégie québécoise en habitation, parfait, on peut aller directement un peu plus loin. Bon, alors, les pouvoirs qui ont été donnés aux municipalités. Non, juste une petite TV pour me dire où est-ce que je suis rendu. Là. Alors, oui. Il n'y a pas d'écran nulle part. Hein. Alors, voilà. 2 sources de pouvoir pour les logements abordables et logements. Ah, je suis correct, je vous garde toujours. Okay. Alors, 2 sources, le conférencier s'adapte à la situation. Oui. Alors, 2 sources principales de pouvoir pour les logements sociaux et logements abordables. Les programmes que la Société d'habitation du Québec met de l'avant. Il y a eu des programmes récemment qui ont pris la forme d'entente
conclues avec Fonds d'Action, le Fonds de solidarité, par exemple, qui sont des ententes que la CAQ a, je dis la CAQ, le gouvernement du Québec, là, a subventionné, des fonds donnés à des instituts privés pour aider à la création de logements abordables. Ces fonds-là, très importants, n'étaient pas des programmes de la SHQ à l'époque, étaient en parallèle, ce qui causait un problème, évidemment, parce qu'on veut s'assurer que les municipalités, les CMM de ce monde payent leur juste part. Il fallait en faire des programmes de la SHQ. La loi a été modifiée pour dire que les programmes Fonds d'Action, Fonds de solidarité, ce sont des programmes de la SHQ, qui ne le savaient pas, mais qui l'ont appris. Alors, c'est des programmes de la SHQ, donc sont subventionnés par les municipalités, notamment, et permettent, en fait, d'exercer des pouvoirs qui découlent de la loi sur la SHQ. Autre source qui nous intéresse plus particulièrement, la loi sur l'aménagement et l'urbanisme. Alors, tantôt on parlait, Catherine a parlé des mentalités, le pas dans ma cour, à juste raison d'ailleurs. Souvenons-nous par contre que quand le zonage a été inventé aux États-Unis au tournant du 20e siècle, début 1900, en termes de changement de mentalité, c'était assez important parce qu'on avait l'immobilier qui était du zonage, qui était du capital de risque à l'époque, parce qu'on ne savait jamais ce qu'allait se construire à côté de chez soi. L'invention du zonage a complètement changé ça. Ça a cartographié des zones, des pâtés de maisons, et clarifié et pérennisé les usages qui allaient être permis. Donc, évidemment, c'est les promoteurs qui ont demandé ça à l'époque, d'avoir du zonage pour éviter que des Canadiens français, des Juifs, des Noirs viennent s'installer près de leur terrain. Bon. Là, cancellez-moi pas sur Internet. Là. Ce que je vous dis là, c'est une réalité historique, même si on ne peut plus les dire, ces réalités-là. Alors, disclaimer, c'est la réalité historique. Bon. Alors, les promoteurs immobiliers ont demandé aux municipalités d'inventer un outil qui les protégeait contre les usages nuisibles situés à proximité. Le zonage est venu sauver la mise, essentiellement. Donc, on a fait des zones et je dirais, des ghettos ou des gated communities avec des zonages uniformes qui garantissaient les valeurs foncières et l'harmonie des usages. La rue Chérier, pour ceux qui fréquentent Montréal, un des premiers exemples à Montréal, c'est la rue Chérier, très belle, hein, au coin de Saint-Denis, en allant vers l'est, un peu vers le parc. Vous avez un beau pâté de maison là, qui est un effet du zonage à l'époque, demandé par les promoteurs immobiliers. Encore maintenant, c'est beau, ça l'était à l'époque. Alors ça a entraîné de la protection. Sur la rue Saint-Denis, il n'y en avait pas. Et une des causes les plus célèbres au droit municipal, c'est la cause d'un juge qui avait acheté une maison sur Saint-Denis à côté d'une écurie, parce qu'à l'époque, les Texacos, c'était des écuries. Puis, lui, s'est plaint de l'écurie à côté. Puis là, l'écurie a dit, « moi, j'étais là avant toi. » Puis il a dit, « ça n'a pas rapport. Il n'y a pas d'antériorité dans le fait de nuire. » Tu sais. Alors, dans ce cas-là, tu vas devoir fermer tes portes. Et tu es à la cour, et il a gagné. Et l'écurie est déménagée à Westmount. Upgrade, voilà. Mais c'était un Écossais. C'était un Écossais. Alors, il est retourné peut-être dans un environnement moins hostile. Le juge était francophone. Alors, donc, avoir eu du zonage, peut-être qu'on aurait évité bien des chicanes, tu sais. Mais c'était ça, le capital de risque. On ne savait pas ce qui allait s'installer à côté. Donc, le zonage, changement de mentalité, logement abordable, changement de mentalité également, logement social, même chose. Il faut accepter que dans nos communautés, on va avoir ce genre de choses-là qui va s'installer. À l'époque, de début 1900, le logement abordable, les normes de construction, c'est vu comme des agressions auprès des citoyens qui, quand on parle de changement de mentalité, les gens accueillent ça avec beaucoup de doutes puis beaucoup de réticences. Les normes de construction sont vues comme étant des agressions envers les promoteurs immobiliers. Maintenant, je ne pense pas que personne s'en plaigne. En tout cas, levez-vous si vous vous en plaignez, vous allez être cancellé sur Internet. C'est vu comme une chose normale. Le fait de construire du logement abordable ou social, c'est vu comme étant en transition, peut-être, vers quelque chose d'acceptable ou d'accepté ou de correct. Évidemment, si vous êtes à Vienne, comme le disait Catherine, c'est la norme. 60% des logements à Vienne sont abordables, donc social même. Donc, il y a des juges qui habitent dans les logements sociaux, c'est pour vous dire à quel point c'est acquis, que ça fait partie des mœurs. Donc, dorénavant, la banlieue pavillonnaire, bungalow, détaché, tout seul, là où j'habite, en toute honnêteté, va être en voie d'être
transformer vers la mixité, éventuellement, j'ai l'impression. Donc, d'avoir des voisins duplex, des voisins triplex, des voisins avec des unités accessoires, ça va être quelque chose qui va être acquis. Et si vous voyagez un peu, puis que vous êtes en Europe ou à Tokyo, vous allez voir que cette chose-là est absolument d'une banalité sidérante, là. C'est comme ça. Et la question ne se pose pas, tout simplement. Alors, LAU, maintenant. En 2004, j'étais avec Raphaël Fischler, que vous connaissez peut-être, qui était un prof de l'Université McGill à l'époque, l'ancien doyen de la faculté d'aménagement à l'UDM. On est consulté par la Ville de Montréal sur le logement, sur le bonus zoning. Et on fait une étude, puis on dit, le bonus zoning, donc le zonage incitatif, c'est la meilleure chose après le pain tranché. Il faut vraiment l'intégrer dans le plan d'urbanisme de la Ville de Montréal. Il faut que Montréal arrête de donner sa densité aux promoteurs immobiliers. Je dirais que les promoteurs immobiliers, mais ça se vend une densité. Ils vont faire de l'argent avec ça, eux autres. On peut peut-être capter un peu de la valeur, sans leur enlever tout leur profit, là, capter une portion de la valeur. Parce que quand il arrive 5000 habitants à Boisbriand, par exemple, ils vont consommer des écoles, des hôpitaux, des autoroutes. Ils vont consommer bien du stock qui coûte cher à bien du monde, mais pas nécessairement à la Ville de Boisbriand. Tu sais. Alors, il faudrait peut-être aller chercher un peu d'argent pour financer les services qu'on va offrir. La Ville de Montréal, enchantée de ça, mais à l'époque, il y a un contentieux pour un service de l'urbanisme qui n'était pas très heureux de la proposition. Et à l'époque, il y avait vraiment un grand poids dans la prise de décision. C'est bloqué au niveau du plan d'urbanisme en 2004. Et depuis 2004, on appelle à Québec à peu près toutes les semaines pour dire, là, faites-le, le danger incitatif, là, ça fait depuis 2004 qu'on n'en parle plus. On a compris, mais faites-le, c'est bon. Tu sais. Alors, puis on demande d'autres choses que je vais vous dire dans une minute, que Québec ne vous a pas encore donné, pour permettre de monétiser au profit des promoteurs et au profit des villes la densification ou le transfert de densité dans certains secteurs pour profiter, pour entraîner la protection, par exemple, des églises. Tu sais, ce que Vancouver fait à l'année longue et qui fonctionne très bien, mais Québec est un peu réticent pour l'instant. Alors, 2004, première conversation avec le BAMACH pour dire zonage incitatif, est-ce que ça t'intéresse? Puis, ça m'intéresse, mais Montréal ne le veut pas. Bien, pourtant, je suis à Montréal, mais oui, mais regarde, il y a du monde au-dessus de toi qui ne veut pas que ça arrive. Tu sais. Alors, Montréal a donné sa densité en 2004 aux promoteurs immobiliers. C'est des milliards de dollars qui ont été donnés et qui ont entraîné beaucoup de richesses. C'est très bien, Montréal a pris des taxes avec ça. Mais une pression sur les infras, une pression sur les parcs, une pression sur tout, finalement, qui est à la charge de tous les citoyens de la Ville de Montréal et non pas à la charge des promoteurs immobiliers, nécessairement. Alors, je ne suis pas contre eux, là. On n'a pas de menace de mort aujourd'hui, s'il vous plaît, mais on essaie de relativiser l'impact, finalement, du développement qu'on veut, mais on veut aussi répartir les charges fiscales qui en découlent. Bon, alors, LAU, un peu là-dessus. Voilà. Alors, ça, c'est le cadre de l'urbanisme au Québec. Un cadre qui existe dans l'ensemble du Canada, sauf à Terre-Neuve, que le modèle anglais. Ils sont au Canada quand même, mais ils ne savent pas exactement encore, j'ai l'impression. Alors, ils ont encore gardé leur modèle anglais. Et en Europe, c'est beaucoup le top-down également, ce qu'on appelle le top-down, là. Donc le top-down puis le bottom-up. On fonctionne du haut vers le bas. Alors, vous avez le gouvernement du Québec, vous avez les MRC. Là, j'essaie de voir, c'est quoi le brun, là? Bon, donc les orientations, les OGAT du ministère, les CMM, CMQ de ce monde, les MRC, les municipalités locales. Ce qui nous intéresse le plus particulièrement aujourd'hui, ce sont les municipalités locales. Là, je pense que c'est le mauve, hein, municipalité locale? Bon, voilà. Alors, au niveau du plan d'urbanisme, disons qu'on ne s'est jamais vu personne, on est vierge de toute rencontre. On s'invite pour parler comment faire de l'habitation, qu'est-ce qu'on a comme pouvoir puis outils pour le faire. Les avocats, ce n'est pas des urbanistes, ça n'a pas de vision. Les avocats, ça joue avec la règle. La règle, c'est uniquement la règle de droit. Donc, qu'est-ce qui est écrit? Nous, on a écrit des codes comportementaux, je dirais. Puis, ne jugez pas de nos comportements à nous. Ce qu'on fait, c'est des codes comportementaux pour les autres. Donc, voici comment
existent vos droits, voici comment existent vos obligations. C'est écrit, c'est la règle de droit. Il faut que ce soit précis, clair, pour que tout le monde sache comment se comporter. La politique de la ville de Granby, ce n'est pas une règle de droit. C'est un document que je n'ai pas lu encore, mais qui est une innovation extrêmement intéressante. C'est une politique, comme une directive. C'est quelque chose qu'on met de l'avant pour négocier, pour discuter. C'est parfait. Ça commence comme ça. La règle de droit, c'est les règlements. Donc, tout le chapitre 4 de la LAU, tous les règlements d'urbanisme. C'est la prochaine étape, après donc la politique. Il y a dans la loi sur... il y a dans le carré qu'on voyait, le plan d'urbanisme. Le plan d'urbanisme est un document mal aimé au Québec. À mon avis, un document extrêmement important sur lequel on doit mettre beaucoup d'emphase. Récemment, Montréal a révisé son plan d'urbanisme, a fait son PUM. Vous avez probablement vu passer du travail sur le PUM. Québec est en train de faire son PUM, plan d'urbanisme et de mobilité. On a introduit dans le PUM le zonage incitatif. Finalement, 20 ans après les premiers balbutiements de la chose, le PUM de Montréal contient beaucoup de zonage incitatif, donc de monétisation de l'accroissement de densité. La ville va capter une partie de la valeur de la densité pour faire du logement social. Donc, Catherine parlait de subventionner ou de remplir le fonds du logement social municipal avec de l'argent qui vient de quelque part. Ça va venir en partie de la monétisation par le zonage incitatif. Donc, construisez plus haut, faites plus d'argent parce que construire sur les mêmes fondations ne coûte pas plus cher. Là. Bien, évidemment, il faut payer des coûts, mais faites plus d'argent. Nous, la ville, on va aller capter une partie de la valeur de votre profit en vous demandant de faire un parc ou de verser un pourcentage donné dans le fonds du logement social et abordable, par exemple, ou on va vous demander de faire une garderie, ou de faire un musée, ou de faire des bureaux gouvernementaux, peu importe, des espaces qui sont d'intérêt public, tout simplement. Mais vous allez rester propriétaire de ça, vous, promoteur immobilier. Alors, qui ici, par applaudissement, est allé à New York, Manhattan? Oui, il faut t'applaudir. Oui. Bon, alors, Manhattan, vous avez vu comme moi qu'il y a une patinoire devant le Rockefeller Center. Savez-vous combien d'étages ça a permis de faire en plus, ça, cette patinoire-là, qui appartient à M. Rockefeller, X, là, ou je ne sais pas si c'est qui maintenant, mais la patinoire est privée, la patinoire, ça appartient au building, si on veut. En échange de la patinoire, il y a eu plusieurs étages de plus. M. Trump, qui est un gars qu'on connaît mal, là, il y a dans sa tour, au 7e étage, je pense, un parc. Là, essayez pas d'y aller, je ne pense pas que ça va fonctionner, mais normalement, c'est un parc accessible qu'il a fourni à la ville de New York en échange de quelques étages sur la Trump Tower de la 5e avenue, je pense. Les places publiques, New York, Manhattan est plein de places publiques. Quand vous marchez, vous quittez le trottoir une seconde, vous êtes sur une place publique qui est devant un édifice. 100% de ces places publiques-là, peu de choses près, sont des espaces privés qui sont offerts au public à cause d'un échange de bons procédés avec la ville de New York, l'arrondissement de Manhattan. Donc, les tours ont fait plus d'étages en échange d'avoir une plaza, ce qu'on appelle des plazas publics, devant le building. Manhattan a innové en 1968 avec le premier programme de cette nature-là, et nous, en 2024, on arrive avec le premier règlement de zonage incitatif pour faire des patinoires Rockefeller à Granby. Alors, on est à la même place, essentiellement, mais à peu près 50 ans ou 60 ans plus tard, alors que ça aurait dû probablement être dans les mœurs avant ça. Mais nous, les chrétiens catholiques, on pense que c'est mal de monétiser des avantages. Tu sais? Alors, on paye des taxes, puis on laisse les gens, les villes construire, fournir des services. Nous, c'est l'État-providence. Alors, on envoie de l'argent à Québec ou à Saint-Lambert ou à Brossard, puis on espère avoir une patinoire. Tu sais? Ce qu'ils se sont dit, les Américains, c'est pourquoi pas laisser le libre marché faire sa job. Quand quelqu'un va venir faire une demande, on va lui répondre, on va lui donner peut-être ce qu'il demande. Mais en échange, il va nous donner quelque chose. Là. On fait du trade-in. Alors, le zonage incitatif, c'est ça. C'est né de ça et c'est maintenant dans nos cartons à nous. On peut le faire avec le pouvoir qui est prévu à la loi sur l'aménagement et l'urbanisme. Alors, à la fin j'arriverai probablement pas à la fin ça, là, parce que
Je suis très mauvais avec les PowerPoint, mais à la fin de ça, il y a des articles, la loi sur l'aménagement et l'urbanisme. Essentiellement, ce n'est pas très compliqué. Vous voyez, c'est un règlement qui est susceptible d'approbation référendaire. Et on est toujours aux prises avec cette chose-là, malheureusement. Puis, ben, c'est à degré variable, disons ça, mais c'est susceptible d'approbation référendaire. Donc, quand la Ville va adopter son premier règlement de zonage incitatif, elle va dire essentiellement, voici le régime parallèle qui s'applique dans la zone R22. 2 étages, ça peut monter jusqu'à 487 étages. Bon, ça se peut qu'il y ait un référendum sur celui-là. Tu sais. Alors, on peut remplacer une norme par une autre norme. On ne peut pas viser les usages. Ce n'est pas résidentiel qui passe à commercial. Les usages demeurent inchangés. Donc, c'est vraiment juste des normes. Dans la grille des normes et des usages, c'est le bas de la grille, finalement. Les marges, les hauteurs, les coefficients. Bon, c'est ça qui est le zonage incitatif. Alors, construire plus haut, construire plus gros, faire un chèque à la Ville, grosso modo, c'est ça la méthode. Et ça, je vous dirais qu'en 2004, on avait étudié le modèle néo-zélandais, Raphaël et moi. Aux États-Unis, il y a des centaines de villes qui ont ça, et on avait highlighté les points intéressants, je pense bien. Mais l'outil est extrêmement intéressant. Donc, le règlement est susceptible d'approbation référendaire, mais une fois qu'il est adopté, ce règlement-là, il n'y a plus de référendum par la suite. Ça se fait à la pièce. Donc, un peu comme la politique que vous avez mis de l'avant, Yvan, le promoteur vient à la Ville, vous dit, voici le projet que j'ai, je voudrais aller à 327 étages, pas très gourmand, je n'irai pas aux 484, mais j'aimerais ça pouvoir le faire. Tu sais. Alors là, la politique joue avec l'ensemble des paramètres, si on veut, et on évalue si les critères sont rencontrés, si ça fonctionne. En échange de ça, il y a une entente qui va être signée. Halifax a un modèle d'entente. Pour ceux que ça intéresse, sur Internet, on trouve toutes sortes d'affaires, et dont des ententes de crédit de bonus de densité. Il y en a beaucoup de disponibles. Halifax en a une très bonne. Halifax ressemble au Québec et Halifax a un modèle réglementaire intéressant, je dirais, à Fredericton particulièrement. Alors, cette entente-là va être signée entre le promoteur et la Ville. Je vous suggère de vous arranger pour qu'elle soit publiée sur le titre de l'immeuble. Aux États-Unis, ça va de soi. Puis au Canada anglais aussi, ces ententes-là sont publiées sur le titre de l'immeuble. De telle sorte que quand les Chinois arrivent pour acheter, ou les Ukrainiens, ou les Portugais, bien, ils font une étude de titre avant, comme vous faites sur votre maison, et on voit ce qui est publié sur le terrain. Des servitudes publiées, on pourrait voir aussi que cette affaire-là. Parce qu'n'oubliez pas que la garderie qu'on va vous garantir, ça peut être une garderie privée, qu'on va vous garantir pour les 45 prochaines années au premier étage de l'édifice. Vous voulez qu'elle reste là, parce qu'il y a eu 2 étages de plus, là, le monsieur. Là, tu sais. Alors, on veut s'assurer que l'acheteur du building va le savoir qu'elle est là, puis que c'est garanti par une entente. Parce que s'il contrevient à l'entente, c'est un 2,27 qui va être pris à ce moment-là pour faire démolir 2 étages. Dans la vraie vie, ça n'arrivera pas. Tu sais. Alors, il faut être certain de le publier au titre. La loi ne le prévoit pas. À l'époque, le ministre Lessard m'avait dit que je disais n'importe quoi, mais pas du tout de même. Là. Il a dit, pas besoin au Québec de publier ces affaires-là au titre, ça n'a pas d'importance, là, ça s'applique quand même. Oui, je sais que Lucie, ça s'applique. Ce n'est pas ça le point. Il faut que tout le monde le sache. La publicité des droits, c'est pour que ce soit public, connu. Il faudrait le publier au titre. C'est possible de le publier au titre si vous avez une description de l'immeuble qui est complète. Je vous suggère de travailler dans ce sens-là. Dans le reste du pays, ils sont très distincts de nous. Ils publient au titre et personne ne se pose la question à savoir si c'est une bonne pratique. C'est une bonne pratique. Dans les recherches de titres, là, le due diligence, on veut voir ces affaires-là au titre, à mon avis. Bon. Pour faire du zonage incitatif correctement, parce que ce n'est pas le seul outil qu'il y a. Quand vous allez négocier l'entente avec le promoteur, vous lui dites on remplace la norme du règlement de zonage par une autre norme. Le règlement n'est pas changé, là. C'est un contrat. C'est le contrat qui devient, dans le fond, le règlement, si on veut, pour le site. Donc, il va respecter 100% des normes réglementaires du règlement de zonage, PIA et autres règlements. Et ils vont en plus avoir son petit contrat, qui est un genre de dérogation mineure, si on veut, là, donné par contrat avec le conseil municipal, qui contient des conditions. Vous avez ça. Bon, maintenant, est-ce que c'est le seul outil qu'on a? Puis la réponse, c'est non. Mais c'est un outil intéressant parce que ça nous permet de monétiser le zonage qu'on lui donne. Sachez que les Anglais avaient inventé le betterment à l'époque. Le betterment,
pour ceux qui ne connaissent pas la créature, c'était la vente d'un zonage favorable. Alors, quand on te donnait un zonage favorable, tu ne demandais rien, tu étais à 2 étages, tu es rendu à 227 étages, le maire t'appelle, puis il veut son chèque. Tu sais. Pas lui, mais pour la ville. Tu sais. Les mœurs sont changées. Là. Alors, la ville veut avoir son chèque. Alors, le betterment, c'était d'acheter ou de payer. La ville captait une partie de la valeur du zonage qu'elle donnait aux gens. A contrario, quand la ville downzonait quelqu'un, ça, on connaît ça, par exemple, hein, on a développé un concept d'expropriation déguisée. Quand la ville downzonait quelqu'un, c'est elle qui devait faire un chèque à ce moment-là. Et ça, c'est encore le cas en Allemagne. Quand tu as ton zonage, il est bon pour 7 ans. Si la ville le change pendant les 7 ans puis le diminue, tu reçois un chèque. Alors ça, c'est dans le code de l'urbanisme allemand. Alors, c'est pour vous dire que ce concept-là existe encore. Mais le concept du betterment, quand on t'enrichit, on ne te demande rien jamais. Parce que les Anglais n'ont jamais rien demandé. Oh, il reste 5. D'accord. Alors, bon. Maintenant, je vais manifestement... ça, c'est la politique européenne. C'est un diagramme qui avait été fait par des universitaires sur c'est la politique de Granby, finalement, là. Il y a du monde qui vous ont devancé. Oui. Le HQE2R, en 2001, c'était la boule, le rond que vous voyez là, c'est 6 principes, 5 objectifs et 21 cibles pour dire si on veut ce développement-là, s'il présente des avantages pour la communauté. Donc, évidemment, quand vous êtes dans le contexte des ententes de travaux municipaux, bon, le terrain est vacant, si on veut, est-ce qu'on va prolonger les rues? Qu'est-ce que c'est un bon projet? La politique va nous le dire. Ça, c'est l'ancêtre de la politique de Granby. Alors, bravo, vous êtes arrivés les premiers à bon port. On a essayé de faire ça avec Urbanova à Terrebonne, puis il y avait plus que 1000 critères. Fait qu'on... Je pense qu'on s'est foiré un petit peu. Mais l'idée, c'était de faire quelque chose qui permettait d'évaluer à la pièce un PAE, si on veut, ou la pertinence d'un développement donné. J'avance dans mon 5 minutes. Bon, alors, zonage incitatif, j'en ai parlé. Je risque de parler vite pour la suite. Bon, Catherine a dit tout à l'heure, Catherine Fournier, ce qui est en rouge, c'est la clause Catherine, ça. Alors, c'est la possibilité de payer le fonds de logement plutôt que de faire du logement social et abordable. On en parlait à Québec quand on a vu les articles sortir dans la LAU, conversation avec les gens de Québec pour dire ce qui vous manque, c'est la possibilité de payer comme le 20-20-20 à Montréal. On pouvait faire un chèque là, à la Ville de Montréal et non pas construire de logements abordables ou social. Donc, dorénavant, c'est possible. Donc, l'approche montréalaise, je vous dirais, là, de faire un chèque quand on a le zonage incitatif, plutôt que de construire sur site des logements abordables et sociaux, elle est possible. Avec ce fonds-là, on va pouvoir financer du logement social et abordable ailleurs dans la municipalité. Donc, ça élargit les possibilités. Zonage différencié. Ça, c'est passé un peu inaperçu. C'est dans le projet de loi de juillet. Le zonage différencié, c'est la même chose que le zonage incitatif, sauf que c'est pour les projets de logement social ou abordable, principalement de logement social et abordable. Le règlement que vous allez adopter pour dire on remplace telle norme par telle norme, si vous faites un beau projet de logement social ou abordable, promoteur immobilier, ça va mener à une entente, même chose, là, sauf que ce règlement-là n'est pas référendaire. Jusqu'en 2029, je pense. Jusqu'en 2029. Voilà. Alors, le zonage différencié, contrairement au zonage incitatif, en fait, c'est la même chose, sauf que le zonage incitatif, ça marche pour toutes les normes que vous permettez le remplacement, peu importe la nature du projet que vous allez faire. Vous versez, par contre, un incitatif à la municipalité. De l'argent, un parc, une garderie, du logement abordable ou social, donc un bien d'intérêt public. Le logement différencié, c'est vous arrivez avec un projet de logement social et abordable, parfait, fait du 14 étages plutôt que du 2 étages. C'est ça l'idée. Donc, c'est un raccourci, ça, vers le logement abordable et social. Ceux qui veulent en faire, on va pouvoir remplacer la norme actuelle par une norme boostée parce que c'est un projet qui est bon pour la communauté. Avant 2029, ce règlement-là n'est pas référendaire. Bon, là, je dois me rester 3 secondes. Là. Alors, bon, Halifax, on en a parlé.
Halifax encore, les 600. Bon. Oui, juste une dernière chose. Dans le zonage incitatif, vous pouvez également exiger une performance environnementale. C'est-à-dire que si vous prenez le PIA de la ville de Brossard, par exemple, une des méthodes de juger de la qualité d'un projet, au sens du PIA, c'est la performance environnementale du projet. Donc, ce sont des critères environnementaux spécifiques. Ce n'est pas la seule ville que ça, mais c'est intéressant. Dans le zonage incitatif, quand quelqu'un viendra vous voir pour avoir plus d'étages, vous pourrez en retour lui demander d'avoir une performance environnementale donnée, donc des bâtiments LEED, Nouveau Climat ou autres, ce qui n'est pas possible présentement dans les règlements de construction, parce que ces normes-là ne sont pas des normes qui respectent la règle de droit, ce sont des politiques de performance. Une politique de performance, ce n'est pas réglementaire. Donc, on ne peut pas, dans le règlement de construction, demander du LEED, par exemple, parce que ça implique qu'un tiers évalue la conformité au programme. Ça veut dire que la ville délègue à un tiers sa réglementation, ce qui est illégal. Donc, dans le contexte de zonage incitatif, on peut le faire, par contre. Alors, c'est intéressant de voir qu'on s'adapte tranquillement à ça. Dernière, le super pouvoir. Alors, vous l'avez, à Granby, vous avez une résolution cadre pour l'exercice du super pouvoir. Donc, si votre règlement de zonage ça a été changé, là, ne permet pas du résidentiel, mais que votre plan d'urbanisme permet l'affectation résidentielle, vous avez les coups des franges pour permettre des projets au-delà de 3 logements qui dérogent à votre réglementation. Donc ça, c'est vraiment une macro-dérogation mineure possible à la réglementation d'urbanisme, donc à tous les règlements d'urbanisme pour un projet de logement qui est construit sur votre territoire dans une zone ou, à tout le moins au niveau de l'affectation du plan d'urbanisme, le zonage résidentiel, le résidentiel est prévu, est permis. Donc, l'idée première, je termine avec ça, dans le plan d'urbanisme, à défaut d'avoir une politique d'habitation, dans le plan d'urbanisme, vous devez établir des orientations claires, précises, et peut-être même des zones de consolidation prioritaires, comme on fait au schéma. C'est possible de le faire maintenant au plan d'urbanisme. On peut tenir compte notamment de la capacité des infrastructures, égouts, aqueducs, pour fixer les périmètres d'urbanisation prioritaires ou les zones de consolidation. Ça peut se faire notamment à l'égard du logement. Donc, ce nouvel outil-là, la consolidation au PU, c'est une affaire fondamentale, à mon avis, pour développer une sorte d'intelligence au niveau de l'habitation. C'est par là, à mon avis, qu'il faut commencer. Avoir un PU musclé, intéressant, intelligent, qui va faire après ça germer une boîte à outils. Zonage incitatif, d'une part. Vous allez peut-être avoir le super pouvoir à l'occasion. Le zonage différencié à certains égards. Des normes de stationnement moins importantes, par exemple, dans certains types de développement. Une mixité au niveau de l'habitation, ce qu'on n'a pas beaucoup. Alors, une mixité maintenant. L'habitation détachée va cohabiter avec du semi-détaché ou du jumelé ou du contigu. Donc, les outils d'urbanisme vont devoir être modulés dans ce cadre-là. Donc, un PU musclé, intelligent, intéressant au niveau de l'habitation, et maintenant, on descend vers la base des outils beaucoup plus performants que les outils ghettoisants qu'on a présentement. Et on pense à amender aussi le règlement sur les ententes relatives aux travaux municipaux pour intégrer quelque chose qui ressemble à la rondelle, si on veut. Vous avez ça dans le politique d'habitation. Et possiblement aussi penser à avoir une petite redevance, outil qu'on a également, la clause Gatineau, pour le logement dans les zones où on ne veut pas de développement. Contrairement à ce que les villes font, attaquent les développeurs avec des redevances. C'est peut-être mieux d'attaquer les zones où on n'en veut pas de développement, par exemple. Là, il va y avoir une redevance. Donc, une pénalité au développement, si on veut. Ça pourrait participer de la consolidation de certaines zones, certains développements de zones. Toronto, c'est le cas. Ça coûte cher à développer là-bas, moins cher à développer ici, où est-ce qu'on veut que la densité se concentre. Et Toronto, dans son programme de densification, a une réduction des frais de croissance en cas de performance environnementale. Donc, c'est un peu comme un zonage incitatif, si on veut, sauf que ce n'est pas le cas. Ce qu'ils font, c'est tu payes une redevance par logement, tu performes sur le plan environnemental, ta facture diminue. Et c'est la 4e itération qu'ils ont à Toronto de cet exercice-là. C'est super bien fait, c'est super simple. Et c'est ce qu'on a introduit à Brossard. Le programme n'est pas encore fait. Le règlement est adopté, il est contesté à la Cour. On doit le plaider bientôt. Il y a une diminution de la redevance payable,
pour les édifices qui performent sur le plan environnemental, sauf que la politique de performance environnementale n'a pas encore été rédigée. Mais ça s'en vient, work in progress, ce qui devrait faire plaisir à certains promoteurs qui se trouvent bien désavantageux, je pense, par cette initiative-là. J'arrête là, j'ai assez parlé, je vous souhaite un bon week-end. Merci à tous. Merci de l'invitation. Bon, merci beaucoup, merci. Est-ce qu'il y en a qui ont une ou deux questions? On aurait 2 minutes pour une question ou deux. Voilà. Ah, ben ici, d'accord. Le micro s'en vient. Moi, j'en ai une. Ce beau veston en velours vient d'où exactement? Comme je disais tantôt, je me suis fait un peu diffamer dans les coulisses. J'ai acheté ça il y a une dizaine d'années, trop grand pour moi. Je ne l'ai jamais porté. La semaine dernière, je suis allé le faire arranger pour l'occasion. Ah, ben voilà. Pour nous! Ah, wow! Alors, mais quand même, jamais porté en 10 ans, c'est quelque chose. Hein? Les hommes, hein, on met ça dans le garde-robe, on se dit, ah, trop de troubles. Alors, vous pouvez vous présenter et question. Oui, bonjour. Oui, allez-y. Bonjour. Oui, bonjour. Ça marche. OK. Anne-Sophie Doré, je suis avocate à l'UMQ. Moi, ma question, c'est pourquoi est-ce que ça prendrait une entente pour le zonage différencié, comme on est dans un pouvoir lié? Donc, une fois que les conditions sont remplies pour obtenir le zonage différent, pourquoi est-ce qu'on aurait une entente? Il n'y en a pas dans la loi. Tu as parfaitement raison. J'ai dit qu'il y avait une entente? Erreur. Excusez. Il n'y en a pas, effectivement. J'ai étendu le texte un petit peu. C'est de ma faute, là. Je l'ai fait accélérer dans son débit. Fait qu'oubliez la dernière partie. Là. Bon, on a une dame rassurée ici. Yes. Dernière question, sinon je vais passer le mot de la fin à notre chère mairesse. Bien, merci beaucoup, Marc-André. Merci à tous. Yes.